Aminata, Lawrence Hill. 3 révolutions de la lune. Je vivais dans la terreur que les ravisseurs nous battent, nous fassent bouillir et nous mangent, mais ils commencèrent par nous humilier. Ils nous arrachèrent nos vêtements. Nous n'avions ni foulard ni pièces d'étoffe pour couvrir nos parties intimes. Nous n'avions même pas de sandales. Nous étions aussi nus que des chèvres et notre nudité nous définissait comme prisonniers où que nous allions. Les ravisseurs étaient également définis par ceux qui leur manquaient de la lumière dans les yeux. Jamais je n'ai rencontré une personne qui me regardait droit dans les yeux, calmement, tout en se livrant à des atrocités. Poser le regard sur le visage de quelqu'un veut dire 2 choses, reconnaître son humanité et affirmer la sienne. Au début de ce périple loin de mon foyer, je découvrais qu'il y avait dans le monde des gens qui ne me connaissaient pas, qui ne m'aimaient pas et pour qui cela n'avait aucune importance que je sois vivante ou morte. Nous marchâmes pendant plusieurs soleils, cheminant d'un pas lourd, grossissant lentement en nombre jusqu'à former une ville entière de personnes kidnappées. Nous traversâmes village après village, ville après ville. Chaque fois, les gens se rassemblaient pour nous examiner. Au début, je croyais que les villageois viendraient nous sauver. Ils devaient certainement s'opposer à cet acte de violence, mais ils ne faisaient rien que regarder, apportant parfois à nos ravisseurs de la viande rôtie en échange de coquilles de coris et de blocs de sel. Certains soirs, une fois qu'ils nous avaient fait coucher dans les champs, les ravisseurs payaient des femmes d'un village pour nous faire cuire des ignames, des galettes de maïs ou de millet, accompagnées parfois d'une sauce bouillante bien assaisonnée. Nous mangions en petits groupes, accroupis autour d'une grande calebasse, ramassant la nourriture chaude avec les doigts incurvés de notre main droite. Pendant que nous mangions, nos ravisseurs négociaient avec les chefs locaux. Chaque chef exigeait un péage pour traverser son territoire. Tous les soirs, les ravisseurs s'adonnaient à un troc et se chamaillaient jusqu'à une heure tardive. J'essayais de comprendre leur conversation dans l'espoir d'apprendre quelque chose sur l'endroit où nous allions et les raisons de ce périple. Le garçon qui travaillait avec les ravisseurs revient plusieurs fois m'offrir de l'eau et de la nourriture. Je le surveillais et l'entendis essayer de convaincre ses chefs de libérer les enfants du convoi et de leur permettre de marcher aux côtés des adultes attachés. Quelques jours plus tard, on m'enleva la lanière de cuir qui m'en serrait le cou. Je fis un signe de remerciement au garçon. Une petite fille trottait près de son père enchaîné. Elle tenait sa main pendant la plus grande partie de la journée. Elle était très jeune, peut-être 4 ou 5 pluies. Parfois, quand elle le lui demandait, il la prenait dans ses bras. Une fois, la fillette essaya d'attirer mon attention en jouant à faire coucou en se voilant le visage de ses mains. Je détournais le regard. Les voir ensemble m'était insupportable et je faisais mon possible pour ne pas écouter ce qu'ils disaient. Ils me rappelaient mon foyer. Le garçon qui accompagnait le convoi accordait souvent ses pas aux miens. Il s'appelait Chekora. Il était mince comme un brin d'herbe et aussi maladroit qu'une chèvre à 3 pattes. Une étoile était gravée sur chacune de ses pommettes. « Tes lunes sont magnifiques, dit-il. Tu viens du village de Kinta, dis-je. Comment le sais-tu » Je pointai sa joue. J'ai déjà vu ces marques. Tu es déjà venu à Kinta, demanda-t-il. Oui. Quel âge as-tu 14 pluies. Je parie que c'est ma mère qui t'a sorti. Sorti d'où Sorti du ventre de ta mère, idiot. Elle est sage-femme. Je vais toujours avec elle pour l'aider. Menteuse. Il persista dans son incrédulité jusqu'à ce que je nomme quelques femmes de Kinta qui avaient récemment accouché. Oui, repris-je, ma mère a sûrement aidé la tienne à te mettre au monde. Comment s'appelle ta mère ? Ma mère est morte, dit-il sur un ton neutre. Nous gardâmes le silence quelque temps, mais il restait près de moi. Comment peux-tu nous faire ça ? Finis-je par lui dire à voix basse. Il se tut, je poursuivis. Ma mère et moi, nous sommes venus dans ton village. Je le reconnais par les 2 huttes rondes, le haut mur de terre séché et l'âne à la drôle d'allure avec une oreille déchirée et l'autre rayée de jaune.
C'était l'âne de mon oncle, dit-il. Tu n'as donc aucun sens de l'honneur? Shekura me raconta qu'après la mort de ses parents, son oncle l'avait vendu. Depuis 3 pluies maintenant, les kidnappeurs l'avaient utilisé pour les aider à amener les prisonniers à la Grande Eau. Je compris que nous allions nous aussi à la Grande Eau. Je ne voyais que 3 explications pour y boire, pour y pêcher ou pour la traverser. La 3e était sans doute la bonne. Je voulus le demander à Shekura, mais il n'arrêtait pas de parler de lui. Il lui avait dit qu'il le libérerait bientôt, mais il l'avait également averti que s'il n'obéissait pas à leurs ordres, il pourrait être envoyé avec les autres prisonniers. Shekura affichait un sourire forcé et il souriait à un point tel que j'avais l'impression que les coins de sa bouche allaient former des rides permanentes. Il sourit même en me disant que son oncle ne l'avait jamais aimé et qu'il avait souvent battu avant de le vendre aux voleurs d'hommes. Une partie de moi voulait haïr Shekura et garder cette haine simple et ciblée. Une autre partie de moi avait de la sympathie pour ce garçon et désirait sa compagnie. Toute conversation avec notre enfant était en effet bienvenue. Fanta était souvent de mauvaise humeur et me désapprouvait de parler à Shekura. Elle m'ordonnait de rester à côté d'elle, mais en général je refusais d'obéir. Il n'est pas de notre village, dit Fanta. Son village n'est pas loin du nôtre et ce n'est qu'un gamin, dis-je. Il travaille avec les ravisseurs. Ne lui dis rien, ne lui adresse pas la parole. Que fais-tu de la nourriture qu'il apporte et que je partage parfois avec toi? Prends la nourriture, mais ne lui parle pas. Ce n'est pas ton ami, n'oublie pas. Le lendemain, pensant que je bavardais avec Shekura, Fanta me tira un caillou. Cette femme fait la fière, dit Shekura. Elle a le cou irrité, dis-je, demandant au chef de libérer du joug Fanta et des autres femmes. Elles ne vont pas fuir. Je vais leur parler. Le lendemain, Fanta fut libérée du joug, mais sa cheville resta attachée à celle des autres femmes. Elle et moi commençâmes à marcher côte à côte, mais jamais à la tête du convoi, pour ne pas être les premières à rencontrer serpents ou scorpions, ni à la queue, par crainte d'être fouettés si nous ralentissions le pas. Ici, au milieu, c'est l'endroit le plus sûr, murmura Fanta. C'est là que mon mari me dirait de marcher. Que lui est-il arrivé lui demandai-je en chuchotant. Quand on m'a enlevé, il se battait avec 2 hommes. Et le village? La moitié était en train de brûler. Fanta se pinça les lèvres et tourna la tête. Je savais qu'il valait mieux ne plus poser de questions. Nous traversâmes des dizaines de villages. J'entendais le battement des tam-tams. Je voyais des buses planer en cercle paresseux dans le ciel et je sentais l'odeur de viande de chèvre flotter dans l'air. Mais personne ne venait à notre rescousse. Des villageois ne manifestaient pas la moindre opposition. Un jour que nous traversions un village, un homme fut tiré d'un enclos muré et amené à notre convoi. Poignets ligotés, il était suivi d'enfants qui regardaient les villageois négocier avec nos ravisseurs. Finalement, en échange de bracelets de cuivre et de sel, ces derniers saisirent l'homme et l'entravèrent par le cou avec la dernière personne du convoi. Les enfants commencèrent à rayer le nouveau prisonnier. La clameur s'amplifia et quelques garçons parmi les plus grands se mirent à nous lancer des cailloux et des pelures de fruits pourris. Un bâton se ficha dans ma cuisse et le sang gicla. J'eus le souffle coupé, si bien que j'avalai le cori que je gardais dans la bouche pour me tenir compagnie. Je faillis m'étouffer et courus derrière Famba pour me protéger. Fonsba faisait de son mieux pour bloquer les projectiles et criait aux garçons d'arrêter. Nu comme un ver, les cheveux emmêlés et crasseux, la tête inclinée sur le côté, agitant les bras dans tous les sens, il donnait tout un spectacle. Il fut atteint de quelques pierres et de mangues avant que les chefs du convoi ne chassent les gamins et nous fassent sortir du village en toute hâte. Je ne comprenais pas pourquoi nous avions été sujets de divertissement pour ces garnements. Il est vrai que les enfants de Bayo, y compris moi, n'arrêtaient pas de taquiner Famba, mais nous ne l'avions jamais blessé, nous ne l'avions jamais attaché par le cou, ni privé de nourriture. Je n'avais jamais vu passer de prisonniers à l'extérieur de l'enceinte de notre village. Si nous avions vu des hommes et des femmes et des enfants enchaînés et forcés de marcher comme des wolossos, et même pire, j'ose espérer
que nous nous serions battus pour les libérer. Ce soir-là, Shekura apporta une calebasse d'eau et du savon fait de beurre de karité et proposa son aide pour nettoyer l'entaille de ma cuisse. « Je suis capable de le faire, dis-je. « Je vais t'aider, dit-il en faisant couler un mince filot d'eau sur la plaie. Pourquoi les enfants du village sont-ils moqués de nous? Ce ne sont que des gamins, Aminata, répondit Shekura, et tous ces villageois qui vendent des produits aux ravisseurs et nous surveillent la nuit. Pourquoi aident-ils ces hommes? Pourquoi je les aide, moi? Est-ce que j'ai d'autres choix? Ils n'ont pas tous été vendus par leur oncle. On ne connaît pas leur histoire, dit Shekura. Le lendemain, quand nous traversâmes une ville, je fus soulagée de voir que personne ne nous lançait des cailloux ni ne nous criait des injures. Quelques femmes portant des fruits et des noix se rassemblèrent autour des ravisseurs, et l'une d'elles me regarda avec attention, me suivit un moment, puis se mit à marcher à côté de moi. Elle descendit le plateau qu'elle avait sur la tête et me tendit une banane et un petit sac d'arachides. Je ne comprenais pas ses paroles, mais je sentais la gentillesse dans sa voix. Elle posa sa main sèche et couverte de poussière sur mon épaule. C'était un geste de bonté, si inattendu que mes yeux se voilèrent de larmes. Elle me tapota l'épaule, dit quelque chose sur un ton insistant et partit avant que j'aie le temps de la remercier. J'eus mes premiers saignements pendant notre longue marche. J'essayais de me rassurer en pensant que je n'allais pas vivre bien longtemps et que mon humiliation cesserait bientôt. Des crampes me traversaient le ventre. À cause de ma nudité, il m'était impossible de dissimuler le sang qui coulait le long de mes jambes. Lorsque Shekura s'approcha de moi, je lui dis sur un ton cassant de s'en aller. « Es-tu malade ? Va-t'en, bois un peu d'eau. » Je pris une gorgée de l'outre, mais refusai de le remercier. « Tu t'es fait une coupure? Idiot! Je peux t'aider? Laisse-moi tranquille. » Il marcha à côté de moi pendant quelque temps, mais je restais silencieuse. Finalement, il décida de s'éloigner. À ce moment, je l'interpellai. « Lorsque nous arrêterons ce soir, trouve-moi une femme dans un village. » Il hocha la tête et poursuivit son chemin. Nous nous installâmes pour la soirée à la périphérie d'un village. Shekura disparut. Plus tard, 2 femmes s'approchèrent des ravisseurs et me pointèrent du doigt. Une vive discussion s'ensuivit. Elles donnèrent du vin de palme aux ravisseurs, puis s'approchèrent de moi. Les femmes parlaient une langue que je ne comprenais pas. L'une d'elles me toucha la main. Je regardai en direction de Shekura qui me fit signe que je pouvais y aller. La femme m'amena par la main et l'autre nous suivit. Après avoir quitté les prisonniers installés sous les arbres, nous empruntâmes un sentier qui menait à l'intérieur de l'enceinte d'un village. Je vis un puits, quelques huttes rondes servant d'entrepôt et des maisons rectangulaires aux murs de terre séchés, semblables à celles de Bayo. Les femmes me conduisirent derrière une petite maison qui, de toute évidence, appartenait à celle qui m'avait prise par la main. Elles m'apportèrent un chaudron d'eau chaude et me laissèrent me laver. Quand j'eus terminé, elles m'emmenèrent à l'intérieur où l'air était frais et me firent asseoir sur un banc. Je cherchais des yeux, des couteaux ou d'autres instruments en me demandant si elles avaient l'intention de pratiquer le fameux petit rituel, maintenant que j'étais devenue une femme. Ma frayeur atteignit un point tel que je vérifiais si quelqu'un ne bloquait pas la porte pour m'empêcher de fuir. À ce moment-là, une autre femme apporta un morceau de tissu bleu. Elle me le tendit et me fit signe de l'enrouler autour de mes reins. Le linge était assez long et assez large pour couvrir mon ventre et mes fesses. Mes parties intimes couvertes, je me sentais mieux et plus en sûreté. Tout à coup, je sentis la faim. Je me rendis compte que la honte liée à ma nudité m'avait coupé l'appétit. Maintenant que j'étais vêtue décemment, elles m'invitèrent à m'asseoir et à manger avec elles, sans cesser de me parler. « Prends la nourriture du royaume des esprits. » J'entendis ma mère me dire cette phrase. « Prends la nourriture, mon enfant. Ces femmes ne te veulent pas de mal. » Elles me donnèrent de la viande de chèvre assaisonnée de maniguettes, apprêtée dans une sauce piquante à l'arachide. Cette nourriture délicieuse mais grasse me chavira l'estomac et je ne pus en avaler qu'une petite portion.
Les femmes déposèrent dans ma main un petit sac d'arachides, ainsi que des lanières de viande de chèvre séchée et salée. Toujours aussi volubile, elle semblait me poser des questions sur ma famille et vouloir connaître mon nom. Je répondis dans ma langue maternelle, ce qui les fit hurler de rire. Finalement, elles me ramenèrent au ravisseur. Elles semblaient négocier, proposer, amadouer, sans toutefois parvenir à s'entendre avec ceux-ci qui secouèrent la tête et leur firent signe de déguerpir. Les femmes revinrent vers moi, me serrèrent les mains et touchèrent les lunes sculptées sur mon visage. Elles me répétèrent quelque chose que je ne pouvais comprendre, puis s'en retournèrent. J'aurais voulu qu'on me permît de rester avec elles. Je m'installai sous un arbre, sous l'œil des ravisseurs, mais j'étais trop troublée pour dormir. Je ne savais pas si les gens du prochain village feraient preuve de brutalité ou de bonté. Le convoi grossissait de jour en jour. Chaque matin, quand nous nous réveillions et qu'on nous faisait repartir, on comptait 2 ou 3 nouveaux prisonniers. Seuls les enfants et les femmes pouvaient marcher sans être attachés par le cou. Le soir, lorsqu'on détachait les hommes pour qu'ils puissent s'étendre et dormir, des gardiens surveillaient chacun de nos mouvements. Mes pieds couverts d'ampoules me faisaient de plus en plus mal. Leur peau se durcissait et devenait calleuse. Famba me montra les siens après une longue journée de marche. Jaune, racorni et plus rêche que la peau d'un bouc, ils étaient en plus desséchés et crevassés. Du sang coulait entre les orteils. Je convainquis Shekura d'aller me chercher du beurre de karité dans un village et un soir, pendant que Fanta exprimait sa réprobation en râlant, je frottais les pieds de Famba avec la pommade. « Fille de Mamadou et de Sira, je te remercie, dit-il. Je ne savais pas qui étaient ses parents, je ne savais même pas son nom de famille. Il n'y a pas de quoi, Famba, répondis-je simplement. Il sourit et me tapota la main. Fille de Mamadou et de Sira, tu es bonne. Fanta fit entendre un autre grognement de réprobation. Famba s'adressa à elle. Épouse du chef, tireuse d'oreilles. J'éclatai de rire. C'était la première fois que je riais depuis bien longtemps. Famba sourit et même Fanta sentit le trait d'humour. « Reste-t-il du beurre de karité » demanda-t-elle. Famba frotta les pieds de Fanta et elle promit de ne plus jamais lui tirer les oreilles.